Je me présente, donc Claire Babet, je suis peintre verrier, maître verrier, depuis plus de 30 ans. Et donc je vais vous présenter un chantier de restauration d'une œuvre de création du Moyen-Âge. Voilà, alors là je vais vous parler de la phase de restauration des vitraux de la nef nord de la Sainte-Chapelle, sachant que nous étions intervenus avant sur la baie des Juges et que tous les protocoles de protection, restauration, etc. avaient déjà été mis en place lors d'opérations précédentes à partir de l'abside, avec notamment l'atelier Vitrail France, l'architecte Perrault. Et donc, nous, quand on a fait ce chantier sur la nef nord, il y avait déjà un cahier des charges très détaillé, avec notamment la prise de décision pour la protection des baies qui avait déjà été tranchée. Donc, je vais vous parler de ce chantier que j'ai mené en co-traitance avec ma collègue Laurence Cusange de l'atelier de Bitus. On avait déjà travaillé en co-traitance sur la baie des Juges et donc, quand le chantier est sorti, on a répondu ensemble naturellement. Donc, c'est un chantier qui s'est déroulé il y a 10 ans. Entre 2012 et 2014, on était censé avoir 4 ans au départ de délai d'exécution et finalement, on a eu un peu plus de 2 ans et demi. Alors, ça concernait 4 grandes baies de la nef nord qui font à peu près chacune 55 mètres carrés et avec une moyenne de 200 panneaux par baie. Donc, c'était un chantier de très grande importance. Est-ce que je vais réussir à... Hop. Non, attendez. Oups. Voilà. Alors, un chantier de restauration comme celui-ci, donc on parle déjà de restauration-conservation, parce que nous, verriers, on va bien sûr restaurer l'œuvre, mais on travaille en collaboration avec toute une équipe. Et le but de la manœuvre est de protéger les œuvres pour le long terme, donc de les conserver aussi à très long terme, avec mise en place d'un système de verrières de doublage. Pour tout ce qui est protocole de restauration, de doublage, de restauration de l'édifice aussi, puisqu'on fait partie d'un tout, on travaille donc en équipe collégiale avec un certain nombre de personnes. Donc, bien sûr, on a un maître d'ouvrage qui, là, en l'occurrence, était le Centre des Monuments Nationaux. On a bien sûr un maître... je me suis trompée d'ailleurs. Maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Je viens de voir que j'ai fait l'erreur. Le maître d'œuvre était un architecte en chef des monuments historiques qui a commencé en fait sur la Sainte-Chapelle pour ce marché-là. Donc Christophe Bottineau qui avait une expérience bien sûr sur d'autres chantiers, mais c'était son premier chantier sur la Sainte-Chapelle de Paris. Vous avez vu, je pense, sur le reste de la journée que, bien sûr, le laboratoire de recherche des monuments historiques est partie prenante, bien sûr, dans notre travail, dans le travail de restauration, conservation des édifices et notamment des vitraux. Le CNRS également pour tout ce qui est critique d'authenticité, et puis éventuellement recherche historique, etc. Et puis après, vous avez bien sûr tout un panel d'entreprises dont nous faisons partie, donc les maîtres verriers, tout le travail de taille de pierre qui est bien sûr l'entourage en fait des fenêtres et puis bien sûr d'autres éléments d'architecture qui ne nous concernent pas nous directement mais qui concernent nos chantiers puisque quand on mène une opération de cette importance, bien sûr une grosse partie de l'édifice est prise en compte. Les serruriers travaillent en étroite collaboration avec nous puisque les vitraux sont sur des structures métalliques et que là en l'occurrence il y avait une nouvelle structure métallique à créer pour la mise en place des vitraux en intérieur. Et puis, bien sûr, l'atelier de Bitus qui donc travaille avec moi sur la restauration des vitraux, mais qui réalisait également les verrières de doublage. Et on avait là, spécifiquement sur la Sainte-Chapelle, aussi des restaurateurs de peinture murale, puisque la peinture, on a des décors peints qui arrivent à ras des vitraux, en fait, à l'intérieur. Et puis, accessoirement, bien sûr, autour de toute cette équipe, vous pouvez avoir des archéologues. Enfin, il y a vraiment plein de spécialités qui se groupent pour réfléchir à un projet commun de restauration-conservation des œuvres. Alors, ce chantier a concerné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc les baies côté nord qui sont le démarrage en fait du programme iconographique de la Sainte-Chapelle autour de l'Ancien Testament. Donc, on commence par la Genèse et on continue vers l'abside en
en déclinant les épisodes suivants de l'Ancien Testament. Donc c'était... alors, pour les principales opérations en fait, que nous avons menées, nous, verriers, nos grosses étapes de travaux concernent donc bien sûr les chantiers de dépose et repose, hein, parce que c'est nous qui allons récupérer les vitraux in situ et qui les reposons. On a tout un gros travail de documentation avec les constats d'état, les photographies avant, pendant, après restauration, en lumière transmise, face interne, face externe, etc. Et puis, bien sûr, tout le dossier qui va relever tous les protocoles, nos dossiers éventuellement de proposition de protocole, et ensuite, bien sûr, toutes les localisations de ce qu'on aura fait sur les vitraux, pièce à pièce, fragment par fragment, enfin, le dossier le plus détaillé possible qui puisse servir ensuite, tous les gens qui pourront avoir besoin de retravailler sur ces baies à l'avenir. Le nettoyage aux deux faces, sur ce type de chantier, c'est un travail très important qui prend à peu près un tiers du temps global. Ensuite, nous restaurons les panneaux. Donc, je vais vous décrire toutes ces opérations après, mais la restauration donc, concerne les verres, les plombs, et puis des travaux de finition. Ensuite, qui concernent donc toutes les retouches qu'on va faire pour rendre notre travail plus esthétique, les remises aux cotes sur la serrurerie neuve qui a été fabriquée en avancée. Et puis bien sûr, après, il y a des tas de petites opérations d'ajustement technique que l'on fait avec les autres corps de métier. Donc là, vous avez une photo d'une des baies en face externe, avant notre travail. Et on voit les pièces corrodées qui ont un aspect un peu blanchâtre de l'extérieur. Donc pour une baie du XIIIe siècle, en fait, on a assez peu de verre altéré en face externe. Donc voilà, la dépose. On est sur cet édifice, on est sur des serrureries la plupart du temps médiévales. Les vitraux ont été reposés à la dernière restauration au XXe siècle, enfin début XXe, de façon un peu aléatoire. Donc la forme des vitraux ne correspondait pas forcément à la serrurerie. Donc là, on voit un panneau, par exemple, qui a été très, très remanié pour pouvoir entrer dans sa serre. Voilà. Donc ça fait partie en fait des petites choses qu'on va découvrir au moment de la dépose. Alors bien sûr, avant de déposer, on numérote l'intégralité des vitraux en suivant la numérotation corpus. On numérote également tout ce qui est serrurerie mobile qui va être déposée. Et puis ensuite, on peut décalfeutrer bien sûr tout ce qui est mastic. Et sur les côtés, donc là, on voit un détail où on voit les décors peints qui arrivent vraiment jusqu'au vitrail. Donc la dépose, en fait, se fait panneau par panneau. Et ensuite, bien sûr, on met des clôtures provisoires pour clore l'édifice pendant les travaux. Donc alors, les principales altérations qu'on a pu trouver sur la Sainte-Chapelle, enfin altérations au dépôt, étaient, là on voit en fait une face interne de panneaux. Donc on avait de très très gros, faut pas que je parle trop près là, c'est pénible, de très gros dépôts de poussière. Ça c'est assez classique pour des vitraux de ce type d'édifice qui n'ont pas été touchés pendant des décennies. Et on avait donc en face interne deux types de patines. Une patine grasse qui a été mise probablement assez récemment, au XXe siècle, début XXe, et une patine plutôt minérale au plâtre dessous, mise probablement au XIXe siècle. Et donc tout ça a contribué à obscurcir très fortement les vitraux. Les verres en général, donc c'est ce qu'on a vu sur la photo précédente. Ce qui est particulier sur cet ensemble de vitraux, c'est que pour des vitraux du milieu du XIIIe siècle, on a beaucoup de verres qui sont quand même très bien conservés, avec des altérations sur certains verres, plutôt des verres pourpres d'ailleurs, qui sont certainement dus à la composition des verres à l'origine, qui les rend plus fragiles, plus solubles, et donc sur lesquels on peut voir des dégradations beaucoup plus avancées que sur d'autres. En revanche, ce qui était plus abîmé que sur d'autres chantiers à peu près contemporains, ce sont les grisailles qui étaient dans un état d'effacement assez avancé, mais de façon assez hétérogène en fait.
Ça dépend vraiment des pièces. Il y a des pièces qui tiennent très bien, d'autres non. Et puis après, sur les plombs, on est sur une remise en plomb du 19e siècle, reprise rapidement au 20e siècle. Donc, la plupart des réseaux de plomb étaient quand même assez bien conservés, avec quelques points de fragilité sur les panneaux, avec des formes particulières très allongées, et puis des plombs d'entourage ou des plombs de bordure, quoi, un peu cassés. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était quand même plutôt bien conservé. Donc ça fait partie en fait des observations qu'on fait dès que les vitraux arrivent à l'atelier pour essayer de se faire une idée des pathologies et préciser en fait le travail qu'on va pouvoir faire dessus pendant la restauration. Donc là, on a un détail je crois que je peux pointer, je sais pas comment je fais, je sais plus. Le trait rouge. Voilà, ici, on a un très bel exemple des croûtes présentes en face externe sur pas mal de panneaux, alors avec des localisations précises, précises. C'était souvent sous les fers ou au droit de certaines pierres, en fonction un petit peu des courants extérieurs, quoi, des courants d'air. Donc là, on est sur des dépôts, clairement des dépôts urbains, qui sont dus à la pollution urbaine et qui viennent se déposer sur les vitraux autant que sur la pierre d'ailleurs, et qui finissent par former des croûtes très opacifiantes. Donc ça, c'est une particularité vraiment des vitraux qu'on trouve en milieu urbain, dans les zones un peu resserrées. Et puis vous avez un détail à gauche en fait d'un panneau qui est en cours de test de nettoyage, et on commence à voir les patines un petit peu sous les patines grasses. Une fois qu'on a commencé à les éliminer, on voit apparaître des zones blanchâtres qui se trouvent dessous. Donc le nettoyage, c'est vraiment un travail en fait d'enlèvement de strates de dépôts et de produits d'altération pour réussir à obtenir une certaine lisibilité, puis surtout enlever des produits qui risqueraient de continuer à altérer les verres et les grisailles. Alors bien sûr, on travaille en global, puisqu'on a quand même des baies entières à traiter, donc il faut avoir une vision générale de notre travail. Et en même temps, on va vraiment faire un travail très particulier à la pièce, en fonction de son état de conservation, en fonction de l'état de conservation des grisailles. Donc c'est un travail vraiment de grande patience, avec des étapes de dégagement au fur et à mesure des produits qui sont sous les premières couches, jusqu'à réussir à obtenir un nettoyage satisfaisant pour l'ensemble des panneaux. Donc là, en l'occurrence, sur la face interne, on a commencé par des gels de solvant pour enlever les patines grasses, et ensuite un complexant, donc le thiosulfate de sodium, pour enlever les patines au plâtre. Il était relativement très efficace dessus, en fait. Bon, après, c'est quand même long, hein. On travaille à la pièce, sur table lumineuse, avec contrôle permanent des grisailles. On revient plusieurs fois pour réussir à déstabiliser le dépôt et l'enlever en douceur, hein, bien sûr. On parle de conservation, restauration-conservation, c'est-à-dire qu'on doit, bien sûr, faire en sorte que toutes nos interventions ne nuisent absolument pas à l'œuvre, et tout ce qu'on fait ne doit pas avoir d'impact à long terme sur l'œuvre. En face externe, on avait tenté les complexants. Donc, sur les pièces qui n'avaient pas de grisaille, on a pu tenter des gels de DTA, ce qu'on fait habituellement sur les corrosions, les altérations des vitraux du XIIIe siècle. Mais là, en l'occurrence, c'était pas très efficace. Donc, on a fini par mettre au point un procédé à base de compresse datapulgite. Donc, c'est une argile. Ça permettait d'humidifier sans problème le dépôt pendant une douzaine d'heures, par exemple la nuit, et de pouvoir le lendemain le brosser, voire terminer de l'éliminer tout doucement au scalpel. Donc voilà, pareil, étape très longue pour pouvoir enlever tous ces dépôts, qu'on voit d'ailleurs très localisés, localisés autant sur les verres que sur les plombs, hein. C'est vraiment une couche assez homogène en général. Voilà, donc des détails de verres corrodés. Donc là, on a le profil des verres pourpres extrêmement altérés. Il n'y avait pas beaucoup de pièces, hein, peut-être une quinzaine ou une trentaine de pièces sur l'ensemble des baies, mais vraiment, ça localise un verre d'une composition particulière, quoi, qui a vieilli, qui a très mal vieilli et qui posait des problématiques de restauration.
Vous avez ensuite des petites découvertes en cours de nettoyage. Donc là, on voit qu'on a un marquage à la craie qui est resté sous les couches de patine et qui a résisté d'ailleurs au nettoyage, enfin au premier nettoyage. Et puis, vous avez... pardon, j'ai fait des bêtises. Hop. Je me suis trompée de bouton. Vous avez ici donc des pièces où on voit les altérations de grisaille. Donc on a des grisailles qui ont commencé à s'écailler et à partir. Avant notre intervention, bien sûr. Voilà, donc quand on récupère les vitraux et qu'on fait les constats, bien sûr, on commence à travailler sur le protocole de nettoyage en premier. Et ces protocoles donc de nettoyage ou de restauration vont être toujours validés en atelier par l'équipe collégiale, en priorité bien sûr l'architecte en chef des monuments historiques, puisque c'est lui qui est responsable du suivi du cahier des charges qui a été établi au préalable. Et puis, bien sûr, sur un chantier de cette importance, on a souvent quand même le corpus, le LRMH, l'administration de la Sainte-Chapelle et d'autres personnes qui viennent, la DRAC Île-de-France aussi, bien sûr, qui viennent travailler, voir les vitraux et participer à la réflexion autour des protocoles à mettre en place. Donc là, vous avez une réunion après nettoyage où, en fait, on a fait le relevé de tous les plombs de chaque panneau pour avoir un plan général du tracé de plomb de la baie. Et il va nous servir de document de travail à toutes les étapes pour reporter nos interventions à faire, faites, etc., etc. Et donc là, toutes les zones en rose sont les zones déterminées avec l'architecte d'intervention pour la restauration des verres, parce que, bien sûr, on a des interventions qui sont obligatoires quand les verres sont cassés, les plombs sont cassés, on va intervenir, mais on a un budget général dans lequel on peut aussi avoir un certain nombre de plombs de casse à supprimer. Donc les plombs de casse, c'est ce que vous avez sur la gauche. Là, par exemple, dans le buisson ardent, en fait, vous aviez une seule pièce à l'origine, et là, on voit bien qu'il y a des plombs qui ont été rajoutés au cours des restaurations pour lier entre eux les fragments de verre cassés. Et dans le visage, bien entendu, de Moïse. Voilà. Et donc, notre opération va aussi permettre de supprimer des plans de casse dans certaines zones de façon à rendre de la lecture à l'œuvre. Alors ça, c'est ce que les architectes en général apprécient beaucoup parce que ça leur permet d'intervenir sur le rendu de l'œuvre finale et puis c'est très important aussi d'avoir leur regard sur tout ça. Et alors moi, je fais des plans généraux pour avoir une idée en fait de la répartition des interventions et pas se retrouver avec un registre sur lequel on serait beaucoup intervenu et d'autres panneaux où on ne peut plus intervenir par manque de budget. Parce qu'il y a aussi le budget à équilibrer en fonction de chaque panneau, et du global du chantier. Alors voilà un exemple de restauration des verres. Donc là, sur ce panneau-là, on avait tellement de plans de casse, c'était tellement illisible que le parti pris a été de démonter entièrement le panneau pour recomposer au maximum une scène lisible. Et donc, on voit la multitude de petits bouts de verre. Donc, notre travail, c'est vraiment de renettoyer chaque tranche et puis ensuite de recomposer les pièces avec les fragments anciens, c'est-à-dire qu'on replace chaque fragment les uns en raccord avec les autres. On retrouve la forme des pièces d'origine. On fait les collages qu'on peut faire. Quand on a des petits manques, parce que parfois, ils ont simplement bouché des petits trous avec du plomb, des amas de plomb, on peut faire des insertions de petites pièces, qu'on appelle des pièces de complément. Et puis, on peut aussi, quand on fait des pièces de complément, quand on a des pièces déjà qui sont composées de pièces d'origine, de pièces de restauration un peu plus anciennes que la nôtre, on va faire des assemblages avec des cuivres de casse. C'est la technique Tiffany qui va nous permettre en fait d'assembler sur la même pièce avec un joint très fin de pièces d'origine différentes. On ne fait pas de collage entre fragments d'origine différente. Et donc là, vous avez la table de collage avec des panneaux en cours, en fait, partiellement dessertis. Alors, sur la Sainte-Chapelle, ce qui était assez génial, c'est que ce chantier-là a fait l'objet au XIXe siècle du premier gros chantier des monuments historiques. Et ils ont vraiment mis le paquet pour faire une recomposition complète des vitraux de la Sainte-Chapelle. Et ils ont notamment fait un relevé
lors de cette campagne de restauration, un relevé aquarellé. Enfin, c'est Stein, elle, un cartonnier, qui a fait toute la campagne de relevé aquarellé des vitraux à leur dépose, afin que les historiens, archéologues et verriers puissent travailler ensuite sur la recomposition des scènes manquantes et la recomposition des baies en entier. Donc on a l'état en fait du panneau avant la restauration du 19e siècle, relevé à l'aquarelle. Hein. Donc ces calques sont à la médiathèque du patrimoine. Et on voit très bien l'état du 19e siècle, enfin avant la restauration. Donc on a déjà des pertes de grisaille, on a des pertes de pièces, on a des pertes de grisaille aussi là dans la montagne, et on a des plombs de casse qui viennent défigurer. Bon, ce panneau-là n'en a pas beaucoup, mais voilà, on voit bien que déjà dans la tête de Moïse, il y a des plombs en trop, et puis aussi dans la montagne. Et donc là, ce qui était très bien, c'est que pour nous, ça nous donnait en fait la possibilité de pouvoir recomposer la pièce, la scène qui avait été modifiée au 19e siècle. Donc là, vous voyez en fait l'état après nettoyage. On a bien les plombs de casse, on a de la grisaille qui a encore disparu depuis le 19e siècle. Et surtout, ici, à la place de la pièce qui avait été cassée, ils ne se sont pas embêtés, hein, ils ont mis un fond bleu. Voilà. Donc on se retrouve avec une montagne tronquée. Et donc là, ce qui était très bien, c'est qu'en fait, on n'a pas eu besoin de réinventer quoi que ce soit. On a pu reprendre la trace exacte du contour de la montagne, retailler le fond bleu pour garder le fond bleu derrière, et simplement compléter. Là, pour le coup, j'ai refait une pièce avec la coloration, mais bon, avec déjà des indications existantes sur les relevés du 19e siècle. Donc c'est très important, en fait, de laisser de la documentation aux futurs restaurateurs. Ça peut servir. Donc voilà aussi une restauration partielle, parce que bien sûr, notre but, c'est pas de démonter entièrement les vitraux et de faire des interventions partout, c'est de conserver aussi tout ce qui est conservable, y compris les plombs du 19e siècle, ça peut être intéressant. Et donc, en fonction des zones où on doit faire des collages ou supprimer des plombs de casse, on va aller chercher les pièces. Donc voilà, là par exemple, on a dépiqué des pièces du réseau de plomb, et une fois qu'elles sont collées, elles sont réinsérées. Là, on a fait un dépiquage partiel, et puis on est en train de recomposer la pièce avant de la coller, de façon à laisser les espaces pour passer à nouveau le plomb, et puis prévoir les zones où il faudra compléter par des petits bouts de verre. Et ici, vous avez une pièce qui a été recollée et qu'on prépare pour la réinsérer dans son espace de repiquage. Alors là, on voit très bien la recomposition. Donc là, avec un verre qui a été coupé pour venir compléter ce qui avait disparu et qui a ensuite été peint en raccord de motifs. Il n'y a rien à inventer. Enfin, je veux dire, on termine les motifs et puis on fait la petite cage à mouches. Et vous avez ici les fameux Tiffany qui viennent sertir le complément peint dans la pièce recollée. Ici, vous avez un exemple de remise en plan partielle. Donc, vous avez la partie qui a été conservée, une pièce qui est repiquée, donc avec des petites ailes de Tiffany pour la tenir, et ici, du plomb changé en partie haute pour réinsérer toutes les pièces restaurées. Alors après, bien sûr, ça c'est pour la restauration générale, mais au cas par cas, on avait des ajustements à faire, et notamment là, par exemple, des doublages. Donc là, vous avez un visage qui était quasi... Oh mince, pardon, désolée, je me retrompe de bouton. Un visage quasi effacé. Mais alors, en fait, la grisaille a un fondant qui permet, en général, même quand la grisaille saute, de voir la trace des traits, enfin de la peinture sur verre, en lumière rasante. Donc, en fait, j'ai pu relever les traits du personnage et les peindre sur un verre de doublage. Donc là, j'ai volontairement en fait pris la photo de biais pour qu'on voit la grisaille effacée de la pièce d'origine, mais en réalité, la lecture de la pièce se fait de face, et la pièce de doublage étant derrière, les traits se lisent sur la pièce ancienne, et ça permet en fait de ne pas intervenir sur la pièce ancienne et de garder une totale réversibilité de l'intervention, de la restitution de la grisaille. Vous avez aussi à côté, là, un doublage qui a été fait sur une pièce sans peinture, qui était en verre plaqué rouge. Et en fait, la pièce d'origine avait totalement perdu son plaquage.
Donc on a simplement trouvé un verre rouge fouetté et on l'a mis en doublage, pareil, pour restituer la couleur de la pièce. Et puis, donc ça fait partie des tas de petites interventions qu'on va faire quand on s'adapte. On ne peut pas les connaître avant d'avoir eu les pièces dans les mains. Et on a tout un travail de prise de décision, adaptation et faire des choix les plus judicieux possibles pour la conservation de l'œuvre tout au long de notre travail de restauration. Ici, vous avez la chance qu'on avait sur ce chantier, c'est qu'on a travaillé avec les ateliers Saint-Jacques, qui sont des serruriers ferronniers extraordinaires. Et dans leur atelier, donc, du coup, ils nous ont fabriqué la structure qui allait accueillir les vitraux. Parce qu'en fait, là, du coup, la verrière de doublage, je vais vous la montrer après, elle était posée sur les serrureries médiévales. Et ce sont les vitraux d'origine qui ont été avancés dans l'édifice. Et donc, toute la structure neuve, ils nous l'ont étalée dans leur atelier pour qu'on puisse refaire les gabarits de chaque vitrail, parce que bien sûr, les vitraux ne sont pas forcément parfaits, ajustés. Il faut toujours reprendre leur forme. Et puis surtout, faire le raccord de passage de vergettes, parce que les vergettes, en fait, passaient dans des petits crochets qui traversaient les 3 panneaux. Donc, il fallait localiser absolument tout en amont de la pose pour arriver et que ce soit une pose comme de l'horlogerie, quoi. Tout va bien et on pose très vite. Donc, voilà d'autres exemples de panneaux restaurés. Oula. De panneaux restaurés avec... Donc là, des pièces insérées avec les Tiffany qui les sertissent. Ici, vous avez des collages qui ne sont pas encore peints. Et là, vous avez le même panneau après retouche sur collage. Donc là, on est sur des retouches à froid compatibles avec le matériau de collage. Et puis là-bas, vous avez la même chose, hein, les collages non peints, les collages repris. Et puis, vous avez des petites écailles, des petites pertes de peinture aussi en bord de pièces qui ont été patinées pour rendre de la lisibilité à la scène. Tout ça est réversible, bien sûr. Donc voilà la réunion de présentation finale. Donc quand on a tout fini, l'architecte vient et nous dit si tout va bien. Donc il peut encore nous demander des interventions s'il y a quelque chose qui le chiffonne. Mais bon, en général, ça se passe quand même relativement bien. Et là, vous voyez le buisson ardent restauré. Donc qui a retrouvé sa forme d'origine. Voilà la double verrière dont je vous parlais. Donc là, on est sur la technique de Bitus. Il s'agit de verres thermoformés à partir de l'empreinte des vitraux. Alors, les vitraux ne servent pas de moule dans le four. Hein. C'est juste leur empreinte qui est relevée dans le plâtre. Et ensuite, chaque panneau de la double verrière est en fait un relevé quasi archéologique de la face externe du vitrail. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que du coup, on ne voit pas... de double vergette ou de plomb à travers le vitrail. Et puis surtout, c'est extrêmement solide. C'est-à-dire que là, sur un chantier comme la Sainte-Chapelle, les attendus de la maîtrise d'œuvre, c'était des verres feuilletés en forme, parce que les serrureries médiévales étaient déformées. Donc, ce qui est assez génial avec l'atelier de Bitus, c'est qu'ils sont capables de répondre à n'importe quel défi technique. Donc voilà, ils nous ont fait des verrières... des doubles verrières feuilletées en forme. Et donc, les doubles verrières sont posées dans la serrurerie d'origine. Et ici, vous voyez la double serrurerie qui a été posée en avant pour accueillir les vitraux. Alors ensuite, bien sûr, il y a la repose des vitraux. Donc, avec des petites particularités techniques qu'on découvre, bien sûr, au fur et à mesure du chantier. Hein. Des petits redans sculptés symétriques aux deux faces. Donc, il faut trouver des solutions pour poser les doubles verrières et pour poser les vitraux. Des systèmes de serrurerie adaptés à chaque forme. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que c'est bien de travailler avec des entreprises avec qui c'est un travail fluide, parce qu'on a sans arrêt des défis techniques à résoudre ensemble. Là, vous avez bien sûr la pose des vitraux en même temps que la double verrière, donc on voit très bien l'espace de ventilation entre les deux, et donc le rendu après. Alors bien sûr, la documentation finale, la localisation des interventions. Donc là, vous avez voilà, un exemple de relevé avec les collages, les réinsertions de pièces neuves, les Tiffany, la zone de remise en plomb. Et on est sur un superbe panneau du XIIIe siècle où vous pouvez remarquer la mécanique de la pendaison, avec la petite corde qui se serre, et puis ça bascule le bonhomme, ça le monte et il est pendu. Ça, c'est assez génial aussi, parce qu'en fait, les vitraux sont vraiment... faut les lire. C'est vraiment une imagerie qui contient
une foultitude de détails de la technologie, de l'habillage, même de la végétation, de l'architecture contemporaine de leur création en fait. Donc c'est génial pour nous aussi de les fréquenter pendant des mois et de pouvoir voir tous ces détails. Et puis voilà, pour finir, quelques petits détails de nos rencontres lors de la restauration. Donc ici, on a un verre médiéval avec une trace de pontil. Donc la trace de pontil, c'est la trace de la canne. Au moment où la cive est soufflée, la canne se détache et on a ce creux au milieu de la plaque. Voilà. Et donc, tout était utilisé, bien sûr, hein, par souci d'économie. Donc, ce sont des belles découvertes. Ici, on a une très belle trace de la matière du verre qui suit la cive, qui suit le rayonnement de la cive. Là, on a des inscriptions à la pointe diamantée qui datent probablement du XVIIIe siècle. Ici aussi, Barra, voilà, qui a signé de son nom. Et puis ici, on est sur une restauration du XIXe siècle. Et ça aussi, c'était vraiment très chouette. Parce que les peintres du XIXe siècle nous ont laissé plein d'annotations dans les traits de peinture. Donc des dates, des noms, des petits poissons d'avril, des jours du feu d'artifice, des choses comme ça. Et parfois même ils mettaient les dates de leur peinture du panneau. Donc on sent qu'il y avait une petite compétition pour aller le plus vite possible. Parce qu'ils avaient sûrement chacun un panneau et puis ils essayaient de montrer qu'ils étaient capables de le peindre en une journée. Voilà, et puis sinon en haut, je vous ai quand même mis un superbe détail d'une tête en verre fouetté qui date du XIIIe siècle et où on voit l'utilisation du verre rouge fouetté pour symboliser le sang, le côté sanglant de la blessure et de la bataille, et l'épée avec le sang dessus. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal et que je suis à peu près dans les temps, j'ai un peu dépassé. C'est très bien, merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Rien du tout. Merci pour votre présentation. J'avais une petite question. Quand vous faites un doublage là, des zones en grisaille, comment elle est fixée sur le verre original? Après, j'avais une autre question. Bon, après, c'est sur le thermoformage, mais c'est peut-être une première question. Alors, pour les doublages, en fait, ça va dépendre de la façon dont on va protéger l'œuvre. Là, en l'occurrence, on avait une double verrière. Donc, par exemple, pour la pièce rouge, où on a juste restitué le rouge, là, on a fait un doublage à l'extérieur, soudé sur les réseaux de plomb. Et pour le visage, on a fait un doublage contre le verre lui-même. C'est-à-dire qu'on prend un verre extrêmement fin, on assemble les deux avec quelques points de silicone, enfin on dégraisse, on nettoie tout nickel, on met les deux pièces l'une contre l'autre et elles sont repiquées dans le même plomb. Voilà. Sachant que là, vu qu'on a des doublages, on ne devrait pas avoir d'apport d'humidité dans le doublage. Mais c'est toujours le questionnement. Est-ce qu'on rend le doublage étanche ou pas? Est-ce qu'on laisse de l'air entre les verres, etc. Ça dépend vraiment de la configuration de l'œuvre, de sa région géographique, parce que la Bretagne, attention, et puis bien sûr du fait qu'elle soit protégée ou pas par une verrière de protection. On a des choix comme ça tout le temps à faire, avec un éventail de techniques qu'il faut utiliser de la façon la plus pertinente possible. Merci. Et pour le thermoformage, à quel moment, sur la base de quel... Vous parlez de la double verrière? Oui, la double verrière. Le relief, il vient d'où? Est-ce que c'est un Alors, relevé? la double verrière, en général, on envoie, l'atelier de Bitus vient chercher les panneaux après qu'on ait restauré les panneaux. Parce qu'il faut bien sûr que dans leur four, il n'y ait pas de pollution avec les dépôts, etc. Donc, il faut déjà avoir nettoyé, restauré. Donc, ils récupèrent les panneaux. Ils ont tout un processus, en fait, où ils reprennent les patines, les plombs, etc., pour qu'il y ait quand même une variation très légère et le tracé des plombs de l'extérieur qui soit un peu lisible. Donc, ils prennent nos panneaux, ils travaillent dessus, et ensuite, ils prennent l'empreinte dans leur four. Ils enlèvent, bien sûr, le panneau. Ils lui passent un petit coup de... Enfin, ils enlèvent... vite fait le peu de plâtre qui a pu se déposer dessus, mais il n'y a vraiment aucun problème. Et ensuite, du coup, ils ont l'empreinte du vitrail dans leur four. Et c'est là qu'ils posent leur verre préparé dessus pour venir être thermoformés à la taille exacte et à la trace exacte du vitrail. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonjour, toujours pour la double verrière, quel est l'intérêt du thermoformage par rapport à une double verrière plane? Une double verrière type verre feuilleté? En fait, la problématique de la double verrière, elle est multiple et il y a beaucoup de subjectivité dessus. Mais il y a aussi des choses très rationnelles qu'il faut prendre en compte. Alors déjà, la chose la plus rationnelle, c'est que quand on a un vitrail ancien qui a des altérations, on doit le protéger. Il n'y a pas à se dire on ne le protège pas parce que non, il faut partir du principe qu'il faut le protéger et qu'il faut trouver les moyens techniques de le faire. Après, il vaut toujours mieux protéger un vitrail avec quelque chose d'inesthétique que de pas du tout le protéger. Et ensuite, tout dépend de l'édifice, de sa vision. Alors, il y a un grand truc qui rentre en général en ligne de compte, c'est la vision extérieure. Parce que bien sûr, quand vous arrivez et que vous voyez un édifice de l'extérieur, si vous avez par exemple un grand verre feuilleté qui fait des reflets ou qui fait un grand aplat, ça va être très moche de l'extérieur. Donc, il faut trouver un processus qui permette quand même de faire comme si c'était le vitrail, pour que d'un point de vue architectural, la vision de l'édifice soit satisfaisante, et en même temps quelque chose qui ne perturbe pas la vision du vitrail de l'intérieur. Alors ça nous arrive de faire tout type de double verrière. Des verrières mis sous plomb, des verres feuilletés, du de bitus, du mis sous plomb avec texture, avec patine cuite, enfin, ça dépend des architectes. Chacun a son envie. Son envie ou sa préférence. Après, tout dépend des vitraux. Il y a des vitraux qui sont très sombres, pour lesquels c'est pas très gênant d'avoir une double lecture du plomb ou une double lecture des vergettes, parce qu'en général, avec les ombres portées, ce sont surtout les vergettes qui sont très perturbantes. Parce que bien sûr, si vous faites une double verrière mise sous plomb, il lui faudra des vergettes aussi. Et puis après, c'est une histoire de pérennité. Là, si vous êtes sur des verres feuilletés de l'épaisseur de ceux de la Sainte-Chapelle thermoformés, entretien quasiment rien, quoi. Refaire les mastiques et repeindre les serrurés dans 70 ans. Les verres, ils n'auront pas bougé. S'il y a un verre qui fissure, il ne tombera pas. Une verrière sous plomb, vous avez un coup de grêle, vous êtes bon pour la reprendre entièrement. Elle aura besoin d'un entretien de ses plombs au bout d'un certain nombre de décennies. Si vous avez un grand verre feuilleté, ce sera à peu près la même conservation que la verrière de bitus, mais esthétiquement, de l'extérieur, c'est pas terrible. Donc voilà, il faut peser les pour et contre et faire les choix les plus judicieux pour chaque édifice. Puis ça dépend aussi des feuillures, ça dépend si c'est posé en extérieur, en intérieur. Parfois, il faut pouvoir retailler la pierre ou au contraire, on peut pas la retailler. Donc il faut choisir aussi le système en fonction de ce qui va être le plus adapté pour l'édifice, pour la conservation des vitraux, mais aussi pour la conservation éventuellement de la pierre, des décors, des serrureries. C'est vraiment un global et une réflexion à avoir à chaque fois. Et surtout pas essayer d'appliquer des grands dogmes ou des choix systématiques. Non, dans la restauration-conservation, le premier truc à faire, c'est savoir qu'on a des solutions qu'on peut trouver en parlant avec les autres, en échangeant et en se posant surtout des questions. Il faut toujours garder le doute en tête, ne jamais penser qu'on a des solutions toutes faites et se demander ce qui est le mieux pour l'œuvre et son édifice. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Une autre question rapide. Vous avez exposé toute la restauration des verres. Vous disiez aussi sur les plombs, dans la mesure possible, de les conserver. Quel type de traitement on peut faire ou ne pas faire sur les plombs pour les conserver au mieux? Les plombs en général, s'ils sont suffisamment encore, soit ils ont des fissures partout, et là on est souvent obligé de les changer parce que c'est quand même un élément structurel du vitrail, faut que le vitrail tienne. Mais quand il n'y a pas vraiment de fissures ou quelques fissures de soudure, on peut tout simplement faire des soudures de consolidation. Le vitrail en général est nettoyé à peu près en même temps que les verres, donc il a besoin de rien le plomb, sauf éventuellement être changé quand il devient trop cassant parce qu'il sert de structure au vitrail. Donc c'est pour ça que souvent, si on peut, on ne change que les éléments qui sont les plus dégradés et on conserve ce qui est encore en bon état. On va prendre une dernière question. Oui, c'est une question d'amateur. Avec quel outil coupait-on le verre au Moyen-Âge probablement avec un fer chaud, donc avec un fer chauffé à blanc. Il paraît que ça marche très très bien. Il faut mettre un petit peu d'eau sur le verre et ensuite suivre avec le fer. Ça fait filer le verre et ça fait des super coupes. Voilà. Bon, après, on a eu le diamant et maintenant, on a les roulettes en tungstène.
Mais le diamant marchait très bien aussi. Voilà. Ok, très bien. Ben, on remercie encore Claire.